Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite par les actualités politiques où une altercation prenant la forme d'un échange humiliant s'est produite ce matin entre le directeur général de l'ACM et le directeur administratif et financier. À l'origine du conflit, le refus de ce dernier de signer le document actant sa révocation de son poste. Le DAF affirme ne pas avoir reçu de notification officielle ou de documents émanant de l'autorité compétente l'informant de cette décision, raison pour laquelle il a refusé d'apposer sa signature. Il a également insisté auprès du directeur général de l'ACM sur la nécessité de respecter les procédures et les étapes légales dans ce type d'affaires. Les détails avec Radraman Zatouf. Ce n'est pas dans un bureau, mais à l'extérieur du lieu de travail, sur le parking et devant les employés, que le directeur général de l'ACM a exigé que le DAF signe le document actant sa révocation. Le DAF a refusé de signer ce document, ce qui a provoqué une vive altercation entre les deux responsables. Selon ses explications, il n'a pas encore reçu de notification ou de document officiel provenant de l'autorité compétente l'informant de cette décision, raison pour laquelle il refuse de signer. Il a également rappelé au directeur général de l'ACM l'importance du respect des procédures légales. Selon ce qui est ressorti au cours de leur échange, indifférent concernant le 13e mois que se serait attribué, le DG serait également à l'origine du conflit. L'an dernier, le directeur général aurait réclamé ce paiement alors qu'il n'avait travaillé que 4 jours au sein de l'ACM, une demande qui n'aurait pas été approuvée par le DAF. Une question se pose alors. Ce différend non résolu serait-il à l'origine de la révocation du DAF? Toujours selon les faits observés ce matin, le directeur général aurait empêché le véhicule du DAF de quitter les lieux. Le DAF de l'ACM a également affirmé que la nomination du directeur général lui-même n'aurait pas respecté les procédures et les étapes légales requises. Selon la loi, une notification officielle à la personne concernée est nécessaire dans ce type de situation. La scène de ce matin, marquée par cette altercation entre le directeur général et le DAF, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreux débats parmi les internautes. Toujours en politique, Mamtine Jeannot Ruffin Radzon Arsan a été nommé hier soir deuxième Premier ministre de l'actuel régime de refondation au palais d'État d'Iavlou. Il succède ainsi à Irsalam Radzon Arvel, dont les fonctions ont pris fin le 9 mars dernier, en même temps que l'ensemble du gouvernement, après plus de 4 mois d'exercice. La cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien Premier ministre et le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, s'est tenue ce matin. La première tâche qui attend le nouveau Premier ministre est de proposer au président de la refondation les noms des ministres qui vont former son gouvernement, puis de présenter la politique générale de l'État devant le Parlement. Et dans les actualités sociales, 5 individus qui ont tenté de commettre un vol à l'ambassade de Chine à Nansan vendredi dernier font actuellement l'objet d'une enquête et seront présentés au parquet. Les forces de l'ordre poursuivent les investigations afin de déterminer l'éventuelle existence d'un réseau organisé auquel appartiendraient ces suspects. Felana Rakoutarsoul pour plus de détails. 5 individus ont tenté de s'introduire clandestinement dans l'enceinte de l'ambassade de Chine à Nansan dans la nuit du vendredi 13 mars 2026 aux alentours de 23 h. Les nombreux agents de sécurité présents dans l'enceinte ont rapidement remarqué leur présence et ont immédiatement alerté les polices du commissariat d'Analamainsi. En apercevant les policiers, les malfaiteurs ont tenté de prendre la fuite, ce qui a donné lieu à une course-poursuite entre les deux parties. 4 d'entre eux ont réussi à s'échapper dans un premier temps, tandis qu'un suspect a été arrêté. À la suite des recherches menées par la police nationale, le premier suspect arrêté a révélé l'endroit où se trouvaient ses complices. Ainsi, le samedi 14 mars, vers 5 h du matin, les 4 autres individus ont été appréhendés à Ivanj. L'enquête se poursuit afin d'identifier les éventuels commanditaires de cette tentative de vol.
Et puis, les envois de colis par taxi brousse à destination des régions connaît actuellement un essor important. Selon les clients, ce système est plus sûr et permet aussi un gain de temps. En revanche, le nombre de passagers empruntant les taxis brousse vers les régions reste faible pour le moment, notamment à la gare routière Maki-Indutapenak. Fajesenamirei, Yves Janel. De nombreuses personnes choisissent aujourd'hui d'envoyer des colis par les taxis brousse. Cette pratique prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec le développement des ventes en ligne. Même en dehors des périodes de fête, les envois de colis sont nombreux. En revanche, nous sommes actuellement dans une période où les passagers des taxis brousse sont peu nombreux. Seulement, une centaine de véhicules partent chaque jour dans la gare Maki d'Indutapenak vers les différentes régions. Les responsables espèrent toutefois une hausse du nombre de voyageurs à partir de la semaine prochaine. Malgré cette baisse, les responsables de Maki d'Indutapenak appellent les usagers de la route à rester vigilants. La sécurité sur les routes reste globalement assurée selon les explications. Néanmoins, les véhicules sont toujours invités à rouler en caravane lors des voyages. Dans le domaine de l'éducation, les établissements scolaires se préparent déjà pour la nouvelle année scolaire 2026-2027. Nombreuses sont les écoles qui ont déjà débuté les inscriptions. Concernant le programme du 4e trimestre, les établissements entrent actuellement en période d'examen. Fajesenamirei, Yves Janel. Alors qu'il reste encore 3 mois avant la fin de l'année scolaire 2025-2026, de nombreuses écoles préparent déjà la prochaine rentrée. Les inscriptions sont déjà ouvertes, ce qui fait partie de l'organisation permettant de mieux planifier la scolarité des élèves. Concernant le programme scolaire actuel, les classes d'examen sont déjà en pleine préparation des examens officiels. Les autres classes sont, quant à elles, en train de finir le programme scolaire. Pour cette école en particulier, les examens commenceront à partir de la semaine prochaine. Cette école que nous avons visitée marquera également le Nouvel An malagasy. À cette occasion, élèves et enseignants porteront des tenues traditionnelles malagasy et partageront un repas traditionnel. Nécrologie, James Richard Ranjamanjat est décédé à l'âge de 67 ans. Il avait été ministre de l'économie et des finances de 2019 à 2021, puis ministre des Affaires étrangères en 2022. Il était également porté candidat à la présidence de l'Union africaine en 2024. L'inhumation aura lieu ce mercredi. Les détails. Richard Ranjamanjat faisait partie de l'équipe d'experts de l'IEM, Initiative pour l'émergence de Madagascar. Il était également conseiller spécial du Premier ministre Tia Christian, chargé des relations avec les partenaires techniques et financiers, ainsi que de la coopération internationale. En janvier 2019, il avait intégré le gouvernement en ayant été nommé ministre de l'économie et des finances. Il avait occupé ce poste jusqu'en août 2021. Il avait ensuite été nommé ministre des Affaires étrangères en mars 2022. Le 18 octobre 2022, il avait été démis de ses fonctions après avoir voté aux Nations Unies en faveur de la résolution condamnant l'annexion par la Russie de certaines régions ukrainiennes, alors que Madagascar avait jusque-là affirmé une position de neutralité dans ce conflit. Plus d'un an plus tard, il était revenu sur la scène politique. En août 2024, il s'était présenté comme candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, une élection qui s'est tenue en février 2025. Il avait toutefois été éliminé au 3e tour. Sur le plan académique, il était diplômé en sciences politiques et relations internationales de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ainsi que du Centre d'études des relations internationales et stratégiques à Bruxelles. Il était également spécialiste des finances internationales formé à l'Université de Georgetown à Washington. Il avait commencé sa carrière au sein de l'Organisation internationale du travail. Par la suite, il avait travaillé comme expert au sein de la Banque mondiale, où il était chargé du développement du secteur privé à Madagascar.
Entre 2001 et 2009, il avait également été directeur de planification stratégique et de la recherche au sein du COMESA et de l'Union africaine. Souffrant des problèmes de santé depuis plusieurs mois, il est décédé hier. Sa dépouille est exposée à son domicile à Ndouane-Manchsez et l'inhumation est prévue ce mercredi. Toute l'équipe de la rédaction présente ses condoléances à la famille endeuillée. Et côté sport à présent, plus de 80 combats sont prévus lors du grand combat international multibox organisé par la 3FB et le team Cobra. Parmi eux, 10 combats internationaux opposeront des combattants malgaches à des combattants venus de Maurice et de la Réunion. Cette grande compétition se tiendra au gymnase de Mamas samedi prochain. Narsou Razakassan sur les images de Michel Rakoutsan. Au total, 10 combats internationaux seront au programme de ce gala multibox organisé par la 3FB, incluant plusieurs disciplines, kickboxing, boxe anglaise et boxe chinoise. Des combattants mauriciens et réunionnais participeront à cette compétition, promettant des affrontements spectaculaires lors de cet événement majeur. Les organisateurs annoncent également une amélioration et un renforcement du système d'arbitrage pour ce tournoi, avec notamment la collaboration de juges étrangers. Ce gala international multibox se déroulera samedi prochain au gymnase de Mamas. Passons à présent aux actualités internationales. De nombreux Libanais ont dû fuir leur domicile pour éviter les frappes israéliennes. Une partie d'entre eux n'a pas trouvé de refuge, les centres d'accueil de la capitale étant saturés. France 24. Eh bien, vous savez, les frappes israéliennes se poursuivent sur plusieurs fronts au Liban. Tout d'abord dans le sud du pays, à Saïda, sur la côte méditerranéenne. Une frappe a touché les environs de cette ville portuaire. Un appartement a été visé. Il s'agirait d'une frappe ciblée contre un membre du Hamas. Plus à l'est, dans la région de Nabatiyeh, un bastion du Hezbollah, des frappes ont aussi été signalées. Mais vous savez, ces frappes s'inscrivent surtout dans un contexte d'intensification des opérations militaires de Tsahal dans tout le sud du Liban. Et sur certains points, les combats ont franchi un nouveau seuil la nuit dernière. Dans la localité de Khiam, c'est à quelques kilomètres seulement de la frontière, le Hezbollah affirme être engagé dans des affrontements directs avec l'armée israélienne. L'armée israélienne donc qui a aussi annoncé avoir frappé la nuit dernière dans la banlieue sud de Beyrouth le QG de la force Radouane. La force Radouane, je vous rappelle, c'est l'unité d'élite du Hezbollah. Et donc, dans ce contexte de vive tension, la question de possibles négociations directes avec Israël commence à émerger au Liban. Ces pourparlers pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Deux villes sont évoquées, Paris ou Chypre. Mais vous savez, la position israélienne est différente. Vous l'évoquiez, le ministre israélien des Affaires étrangères a affirmé aujourd'hui qu'Israël ne prévoyait pas de négociations directes avec le Liban dans les prochains jours. Il a posé aussi une condition. Selon lui, le gouvernement libanais doit d'abord empêcher le Hezbollah de tirer des roquettes vers Israël. Et des dizaines de Palestiniens se sont rassemblés dimanche dans le nord de la Cisjordanie pour les funérailles d'un couple et de leurs deux jeunes enfants tués par des tirs de l'armée israélienne au moment où le territoire occupé par Israël connaît une nouvelle vague de violences meurtrières. France 24. Mon fils a emmené sa femme et ses enfants disant qu'ils allaient à Naplouse. Son fils Mustapha, qui lui a survécu, a dit « Papa, je veux aller au centre commercial acheter des vêtements pour l'Aïd ». Son père a répondu « D'accord, mon fils ». Il les a amenés en voiture. Dans la nuit, je me suis réveillée en sursaut sans que personne ne m'ait réveillée. J'ai crié « Où sont les garçons ? Où est Ali ? Où est Tariq ?» Je les ai appelés plusieurs fois, mon fils et sa femme, mais personne n'a répondu. Alors j'ai appris qu'ils avaient été tués. Quel crime ont-ils commis? Ils ne portaient pas d'armes et ne se battaient pas.
Alors l'armée a lancé une enquête. Elle affirme pour l'instant que le véhicule se dirigeait vers les forces israéliennes qui auparavant étaient rentrées dans ce village pour visiblement effectuer un raid. Elles étaient entrées avec un véhicule avec des plaques palestiniennes, ce qui est souvent le cas lors d'opérations infiltrées dans ce type de village. Une enquête, donc je vous le disais, va avoir lieu, mais effectivement avec les premiers éléments dont nous disposons, il s'agirait d'une véritable bavure puisque c'est une famille avec 2 petits-enfants qui a été visée. C'est un drame qui s'ajoute à beaucoup d'autres dans les territoires palestiniens et qui ajoute à la colère car vous savez qu'il y a aussi de nombreuses exactions qui ne sont pas commises par l'armée mais par des groupes de colons radicaux qui s'attaquent à des Palestiniens. Il y a eu plusieurs morts depuis le début de l'année et cela, évidemment, cela inquiète beaucoup les Palestiniens car souvent l'armée, d'après eux, ne réagit pas et laisse régner un climat d'impunité. En tout cas, alors que la guerre fait rage en Iran et au Liban, eh bien la tension reste également extrêmement vive en Cisjordanie. Pour terminer, malgré les tensions au Moyen-Orient, l'Iran laisse circuler certains pétroliers dans le détroit d'Ormuz, mais uniquement ceux transportant du pétrole vers la Chine. Une décision qui souligne l'importance stratégique de Pékin pour Téhéran. De son côté, la Chine s'est préparée depuis longtemps à une telle crise, se constituant un stock impressionnant de réserves stratégiques. France 24. Plus de pétrole vers la Chine depuis le début de la guerre qu'avant, en tout cas. C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal dans un article du 10 mars dernier. Hier, un responsable iranien a confié à nos confrères de CNN que l'Iran allait continuer à laisser passer des pétroliers transportant du pétrole vers la Chine à travers ce détroit d'Ormuz qui est fermé de facto. Et on comprend pourquoi, parce qu'en février, Téhéran a exporté environ 1,4 million de barils de pétrole par jour vers la Chine, c'est-à-dire 80% des exportations de l'Iran. La Chine reste donc et est donc un partenaire et un client essentiel de l'Iran. La Chine qui s'est quand même préparée depuis longtemps à ce type de scénario ? Oui, depuis plusieurs années, la guerre en Ukraine avait déjà servi d'avertissement et depuis la Chine, eh bien, elle accumule des réserves massives de pétrole. Selon le Wall Street Journal, la Chine disposerait aujourd'hui d'environ 1,2 milliard de barils de pétrole. C'est à peu près autant que l'ensemble des réserves stratégiques détenues par les 32 pays de l'Agence internationale de l'énergie, dont la Chine ne fait pas partie. Ce sont que les pays de l'OCDE. Pour les stocker, Pékin a multiplié les infrastructures. On compte aujourd'hui au moins 11 grands sites de stockage stratégique répartis sur l'ensemble du territoire chinois, des réserves gérées notamment par les 2 grands géants publics du secteur, CNPC et Sinopec. En février, donc avant le début de la guerre, Pékin avait même accéléré le rythme de ses mises en réserve. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.